Tout Blue Vortex démarre d'entrée de jeu avec la réunion explosive de Boruto, Kawaki et Code. 3 garçons, 3 Kama, mais un seul destin. Aujourd'hui, nous allons voir la véritable nature de ce saut, comment l'auteur s'en sert pour illustrer la philosophie de ses personnages et annoncer leur future descente aux enfers. Salut à tous, ici Ryuda, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Boruto. Avant d'aller plus loin, je vous recommande vivement de regarder d'abord mon analyse dédiée aux Otsutsuki. C'est une vidéo assez longue mais dans laquelle je prends le temps d'expliquer certains aspects du manga plus complexes qu'il n'y paraît. Dans tous les cas, je vous récapitule maintenant les passages qui serviront pour la vidéo d'aujourd'hui. Le Kama par exemple. Si vous vous rappelez bien, on a vu que cette technique de résurrection permet plus exactement de se cloner. Le Otsutsuki qui est né est en fait une copie de l'original. On serait tenté de se dire que ça ne fait aucune différence si le clone a conservé son apparence et ses souvenirs. Cependant, Amado a démontré que des clones qui avaient pourtant des données identiques aux originaux peuvent malgré tout être totalement différents. Or, s'il est possible pour un clone de diverger malgré des données identiques, alors imaginez les ressuscités qui ne sont en fait même pas des copies parfaites. En effet, le sceau contient précisément les données de l'Otsutsuki, mais celui-ci ne sera ressuscité qu'une fois qu'elles auront fusionné avec celle du réceptacle. L'individu qui résulte de cette fusion est donc un mélange entre l'hôte et son réceptacle, exactement comme un enfant est le fruit du mélange génétique de ses deux parents. Et ce parallèle avec la natalité n'est pas anodin, puisque c'est la problématique même du manga. Sommes-nous libres de façonner notre propre identité, ou est-elle prédéterminée par notre naissance ? D'un côté, les Otsutsuki sont convaincus que c'est le sang qui fait la nature d'un individu. Notre place dans une prétendue hiérarchie universelle est conditionnée par notre lignée. C'est pourquoi sont convoités les fruits du chakra, qui permettent de transcender ces natures et ainsi la possibilité de renaître dans un statut supérieur. A l'inverse, la doctrine ninja part du postulat que ce sont nos actions qui nous déterminent et que nous sommes libres de nos actes. Par conséquent, quiconque est libre de s'autodéterminer. C'est pourquoi le terme Kama a été choisi pour qualifier ce saut. Il tire son nom du karma, une croyance bouddhiste selon laquelle les actions d'une vie antérieure bénéficient ou entravent celles du réincarné. La question est donc de savoir, ce saut est-il une entrave qui contraint les réceptacles à payer pour la vie antérieure de leur hôte, ou au contraire, est-il l'opportunité pour eux de prendre leur avenir en main ? Boruto, Kawaki et Code incarnent chacun des réponses différentes à cette question. Je vous propose donc dans un premier temps d'analyser ce trio. On va voir leur vision du monde respective, leur évolution à mesure qu'ils s'influencent les uns les autres, et surtout, comment l'auteur a illustré tout ça à travers leur Kama. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Enfin, après avoir mis au clair leur trajectoire, on pourra déduire ensemble le sort que leur a réservé l'auteur. Tout d'abord, comme je t'ai dit plus tôt, sont principalement opposées deux visions, celle des ninjas et celle des Otsutsuki. Quasi tous les personnages peuvent être triés via ce prisme pour être placés quelque part dans ce spectre. Ceux qui ont droit à un développement sont d'ailleurs amenés à virer plus ou moins d'un côté à l'autre à mesure que l'histoire avance. Et ce revirement, le premier à évidemment en faire l'objet, c'est Boruto. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, à ses débuts, le jeune Uzumaki partageait une vision très similaire à celle de ses futurs adversaires. En effet, il avait le sentiment de vivre dans l'ombre de son père, d'être ainsi piégé par les circonstances de sa naissance, d'où sa volonté de s'affirmer pour être reconnu pour ce qu'il est. Mais la peur de décevoir, que ce qu'il est réellement ne satisfasse pas les attentes, va paradoxalement le pousser à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. En revendiquant des exploits qui ne sont pas les siens, Boruto rentre en opposition avec la philosophie ninja et se montre indigne d'être un shinobi. Heureusement pour lui, l'arrivée de Momoshiki lui a permis de prendre conscience de son comportement similaire à celui du parasite, suite à quoi il a cessé de tenter par tous les moyens de se défaire de son héritage pour au contraire se l'approprier à sa manière. C'est dans ce contexte où Boruto s'est enfin affirmé et montré digne de la reconnaissance de son père et de son titre de ninja qu'il reçoit le Kama. A ce stade, on peut donc associer Kama avec émancipation. Bien entendu, si l'auteur a choisi ce moment pour lui graver le sceau, c'est justement pour menacer cette émancipation fraîchement acquise. Mais justement, c'est en ça que le Kama lui permet de s'affirmer, puisqu'à partir de ce moment-là, Boruto devient, à l'image de Naruto autrefois, un flat character. Un personnage dont la philosophie n'est pas amenée à grandement changer, mais qui devra se montrer infaillible à mesure qu'elle sera confrontée à d'autres visions du monde. Ainsi, l'une des premières personnes à qui il devra opposer sa perspective s'avère elle aussi posséder le Kama. Or, on a rappelé plus tôt que cette technique est synonyme de natalité. À mesure qu'avance le dégel, les réceptacles deviennent un mélange d'eux-mêmes et d'un Otsutsuki. C'est pourquoi on pourrait associer les réceptacles à des enfants et les hôtes à leurs parents. Donc toujours dans cette logique, si on compare les réceptacles entre eux cette fois, on peut du coup les associer à des frères et sœurs. Et ça n'a pas manqué, Kawaki est devenu par la suite le frère adoptif de Boruto. Ainsi, à l'image de son frère autrefois, Kawaki nous est d'abord présenté comme un adepte de la philosophie Otsutsuki. Son enfance au sein de Kara l'a persuadé qu'il était un être creux, et que tous les efforts du monde n'y changeraient rien. Le seul moyen pour combler ce vide, c'est de changer de nature. Kawaki n'aura d'intérêt qu'une fois qu'il aura permis la résurrection d'Ishiki. Pour lui, l'émancipation promise par le Kama se fera non pas par l'affirmation de soi, mais au contraire par l'effacement. Mais toujours à l'image de Boruto, il va être amené à changer de point de vue. Son absence d'empathie va laisser place au sacrifice pour autrui.
Sa satisfaction de reposer sur des acquis va laisser place à celle de récolter le fruit de ses efforts, et son destin de futur Otsutsuki va laisser place à celui de Shinobi. Bien entendu, l'auteur s'est servi du Kama pour illustrer cette convergence de vision avec Boruto. Leurs sceaux, bien que gravés par des Otsutsuki différents, sont malgré tout liés entre eux par la résonance. La résonance, c'est le phénomène qui décrit la superposition de deux fréquences après qu'elles soient rentrées en phase. En d'autres termes, ils sont littéralement sur la même longueur d'onde. Il est donc logique que l'objectif de Kawaki consiste à se débarrasser définitivement du sceau pour prouver qu'il peut s'affirmer de lui-même. Pour ça, il faut se débarrasser de celui qui le lui a gravé. Plus facile à dire qu'à faire. D'une part, les Otsutsuki obtiennent des gains de puissance monstrueux, instantanés et sans effort par l'appropriation des qualités d'autrui. De l'autre, les ninjas obtiennent des résultats dérisoires, malgré leurs propres efforts et le temps investi. Hors du temps, ils n'en ont même plus. Toutes les conditions sont réunies pour donner l'avantage à un camp, et pourtant, le combat n'est pas joué d'avance. Il reste un détail qui pourrait faire toute la différence, la mort. Waouh, le mec a découvert que la faiblesse d'un personnage, c'est de crever. Non, pour être plus précis, ce qui va faire la différence, c'est le rapport qu'ont les personnages à la mort. Pour les Otsutsuki, il s'agit d'un tabou. Eux, qui se considèrent comme des dieux, ne peuvent partager le même funeste destin que ceux que l'on qualifie de mortels. Elle est donc à éviter à tout prix. Pour les ninjas, c'est moins controversé. La mort est une composante intrinsèque à la vie, et peut même par moments être valorisée. Maintenant qu'on a ça en tête, revoyons la situation d'un autre angle. D'abord, la survie de l'humanité ne tient qu'à un fil. Un simple contact avec Kawaki impliquerait a posteriori l'annihilation de toute vie sur Terre. Sauf que la survie d'Ishiki est tout aussi peu garantie. Sa réincarnation en Jigen a réduit son espérance de vie à quelques jours, et tant que son réceptacle ne sera pas à portée de main, sa fin se rapproche à grands pas. Sur ce plan, protagonistes comme antagonistes sont donc sur un pied d'égalité. Et c'est là-dessus que nos héros vont tout miser pour renverser la situation à leur avantage. C'est dans ce contexte que Naruto déploie le mode Baryon. En soi, il reprend les mêmes mécanismes que ceux employés par les Otsutsuki, puisqu'il octroie un gain de puissance instantané et sans effort par l'appropriation des qualités d'autrui. Mais le contre-coup de cette technique, c'est qu'elle condamne aussi son utilisateur. C'est donc cette différence, ce sacrifice qui est prêt à prendre Naruto et qu'Ishiki aurait été incapable de faire, qui a permis contre toute attente la victoire de nos héros. Finalement, c'est Kawaki qui achève son bourreau à l'aide d'un clone, la technique de base à maîtriser pour devenir aspirant ninja. Le plus faible des shinobi l'a donc emporté sur le plus fort des Otsutsuki. La philosophie ninja était donc la bonne. Kawaki, maintenant un adepte absolu de cette philosophie, en témoigne l'absence de son Kama, a prouvé qu'il était libre de s'auto-déterminer. Malheureusement, l'illusion n'est que de courte durée. L'intervention dans la foulée de Borushiki vient faire s'effondrer tous nos espoirs. Ils auront beau en vaincre, tant qu'il y aura au moins un Otsutsuki, la menace qu'ils représentent reste entière. Mais surtout, Kawaki restera quoi qu'il arrive le réceptacle d'Ishiki. En effet, bien qu'il ait cessé d'en recevoir de nouvelles, les données déjà dégelées dans son corps sont toujours présentes. Qu'il le veuille ou non, Kawaki est désormais ce contre quoi il a toujours lutté de devenir un Otsutsuki. L'indépendance et l'émancipation tant recherchées semblent désormais hors d'atteinte. Cette prise de conscience signe alors le rebasculement progressif de Kawaki d'une philosophie ninja qui s'est finalement montrée inefficace vers de nouveau une philosophie Otsutsuki. De fait, puisque Kawaki se considère de nouveau comme un être creux qui n'a d'intérêt que lorsqu'il assure la résurrection d'un être de valeur, il est logique que son nouvel objectif consiste à ressusciter Naruto, dont il se sent en plus responsable de la mort et qu'il idolâtre tel un fanatique. Or, comme le fruit du chakra fonctionne comme le Kama, et que le Kama peut raviver des cadavres, Kawaki va vouloir faire pousser un fruit du chakra pour le donner à son père et ainsi le ramener d'entre les morts. Bien entendu, ce dernier passage n'est jamais arrivé. À peine est prépublié le chapitre où Naruto active le mode Baryon, scellant ainsi son destin, qu'est viré l'auteur Kodachi. Son remplacement par Kishimoto à ce moment précis avait toujours été programmé, nous rassurent les éditeurs. Mais il s'agit de toute évidence d'un mensonge. J'ai consacré une vidéo à l'époque sur toutes les preuves qui m'ont poussé à cette conclusion, et si une vidéo sur une timeline alternative dans laquelle Naruto aurait bien succombé au mode Baryon vous intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Quoi qu'il en soit, le sacrifice inévitable de Naruto a été évité. Même la mort de Kurama était provisoire. C'est pourquoi la radicalisation de Kawaki par la suite va traîner en longueur selon moi. Dans tous les cas, la défaite d'Ishiki et les révélations de Momoshiki marquent définitivement le point de bascule idéologique de Kawaki. Et qui dit changement d'état d'esprit, dit répercussion sur le Kama. Bon, à ce stade, Kawaki n'en possède plus, mais c'est justement pas un hasard si c'est à ce moment pivot qu'est introduit Code. À vrai dire, on connaissait déjà ce personnage, mais c'est précisément à ce moment-là qu'on découvre que lui aussi a le Kama, ce qui implique un lien fraternel, c'est bien, vous suivez. En effet, Code et Kawaki ont tous deux été adoptés enfants par Jigen, mais là où Kawaki a reçu un sceau fonctionnel, le transformant techniquement en un fils biologique, celui de Code ne lui permet pas de partager les gènes d'Ishiki et cristallise donc son lien uniquement adoptif.
Vous avez pas remarqué l'ironie de la situation? Là où Kawaki est jaloux de Boruto pour être le fils biologique de Naruto, Code est lui jaloux de Kawaki pour être le fils biologique d'Ishiki. Mais les points communs ne s'arrêtent pas là. Naruto se fiche des gènes qu'ils ont en commun ou non, et considère tout de même Kawaki comme son enfant. En revanche, ce qui est surprenant, c'est qu'Ishiki va aussi voir en Code son véritable héritier. Il ne va pas exiger de son disciple qu'il renie son existence pour faire ressusciter son maître, mais va au contraire l'inviter à vivre son rêve à sa place. Bien qu'il ne soit qu'un humain, donc un être insignifiant dans la hiérarchie universelle, Ishiki lui reconnaît tout de même un trait caractéristique de Otsutsuki, sa volonté. D'ailleurs, bien que son corps ne soit pas apte pour un kama fonctionnel, c'est sûrement pour la compatibilité de son esprit que Code n'est pas mort et a tout de même reçu un kama blanc. Sinon, c'est tout de même étrange. Considérer quelqu'un qui n'est pas de sa lignée comme son descendant légitime et lui léguer sa volonté après l'acceptation de sa propre mort, c'est plutôt une démarche shinobi. On y reviendra plus tard, mais gardez simplement en tête que la frontière entre ces deux notions est peut-être plus floue qu'on l'imaginait. Ainsi, là où Boruto incarne la philosophie de ninja, il lutte pour rester le même malgré un kama qui cherche à le transformer, Code incarne la philosophie Otsutsuki et lutte pour se transformer malgré un kama qui l'oblige à rester le même. Code est dorénavant une sorte de miroir de Boruto, un flat character aux valeurs opposées. Comme lui, il va servir de modèle à Kawaki, qui va peu à peu adhérer à la vision de son autre frère. En effet, après son point de bascule, le jeune garçon devient nostalgique des pratiques qu'il avait pourtant autrefois traumatisées. L'entraînement par combat réel sanglant, ou encore l'idée d'infliger le kama à quelqu'un d'autre, ne semble plus autant le déranger. C'est donc sans surprise, conformément à ses anciennes croyances, selon lesquelles il n'était rien sans le kama, que Kawaki va l'obtenir de nouveau. Comme toujours, le saut du réceptacle va permettre d'illustrer par quel modèle idéologique celui-ci est influencé. C'est pourquoi Amado décrit respectivement le kama de Code et celui de Kawaki comme des armes pures, de sorte à montrer les points communs entre leurs kama et donc leur philosophie commune. Finalement, Kawaki touche le fond non pas après avoir tenté de tuer Boruto. Rappelez-vous, la mort peut être quelque chose de valorisé dans cet univers fictif et Naruto lui-même viendra féliciter son geste, mais après simplement s'être approprié son nom. L'omnipotence lui a permis d'obtenir, aux yeux de tous, les qualités de Boruto tout en condamnant à mort ce dernier. C'est quasi identique à un Otsutsuki qui s'approprie les qualités d'un réceptacle qu'il condamne à mort par la même occasion. Vous allez me dire, il y a une nuance tout de même. Kawaki n'a pas choisi d'activer l'omnipotence comme un Otsutsuki choisit de graver sa marque. Elle s'est imposée à lui, il n'avait pas le choix. Certes, on ne peut pas être tenu responsable pour ce qui nous tombe dessus, mais on peut l'être pour ce qu'on en fait. Kawaki n'a pas cherché de solution à cette injustice, il s'en est même accommodé aussitôt et cherche proactivement à garder tout le monde dans le mensonge. On comprend maintenant que Kawaki est tellement persuadé que l'on est défini par nos caractéristiques de naissance, qu'il préfère vivre dans un monde où il a un lien de sang avec sa famille, bien que ce soit faux, quitte à ce que celle-ci soit morte. Il nous a prouvé qu'il est désormais un adepte absolu de la philosophie Otsutsuki. Et pourtant, Boruto ne lui en veut même pas. Il comprend la détresse psychologique qui doit tourmenter son frère. C'est pourquoi il s'est donné pour mission de l'aider. Le nouvel objectif de Boruto, qui sera l'enjeu principal de la partie 2 du manga, à l'image de son père avec Sasuke autrefois, consiste à ramener Kawaki sur le droit chemin. Après 2 ans d'ellipse, rien n'a bougé. Boruto veut protéger la terre du Shinju, Code veut tuer Boruto pour planter un Shinju, et Kawaki, le cul entre deux chaises, veut protéger la terre du Shinju et tuer Boruto. Pourtant, la situation est susceptible de se renverser du tout au tout à n'importe quel moment. Déjà parce que Kawaki est toujours en résonance avec Boruto. Or, on a vu que la résonance symbolisait leur lien, le fait qu'ils partageaient la même vision. C'est donc une preuve qu'un retour pour Kawaki est possible. C'est ce qui commence d'ailleurs à se produire dans les derniers chapitres avec une alliance temporaire entre les deux garçons. Mais ce n'est même pas de ça dont je parle quand je dis que tout est susceptible de se renverser. Je faisais en fait référence à un élément, la cicatrice de Code. Je m'explique. Au moment de lui poser le kama, Momoshiki a prophétisé à son réceptacle « Tes yeux bleus te déposséderont de tout ». Si c'était assez énigmatique au début, on a assez vite compris la signification. À mesure que ces données se fondent dans le corps du réceptacle, le parasite multiplie ses emprises. Quand ça arrive, les yeux de Boruto se ferment et le Byakugan de Momoshiki s'ouvre. À terme, lorsqu'il aura pris le contrôle total, le corps et donc les yeux de Boruto seront définitivement remplacés par ceux de l'Otsutsuki. C'est d'autant plus parlant quand on sait que les yeux sont souvent décrits comme le reflet de l'âme. Ainsi, quand Kawaki a crevé l'œil de son frère, c'est pas juste l'occasion pour l'auteur de modifier le character design de son protagoniste. Dans un univers où fermer un œil est synonyme de perte de contrôle, en perdre un à tout jamais symbolise une avancée irréversible dans la quête de contrôle de Momoshiki. Pour dire, ce dernier comptait justement sur cet épisode pour enfin s'emparer de lui définitivement. Cette cicatrice est donc un rappel constant pour Boruto qu'il peut basculer à tout moment dans le camp adverse. Et je pense qu'il en va de même pour Code.
Il est le miroir idéologique de Boruto après tout. Si celui-ci change de camp, Code devra faire de même. D'où l'intérêt de lui infliger une cicatrice similaire, de sorte à suggérer un tel retournement. Pour Boruto, vous avez compris, à tout moment, bien que son corps ne changera plus, son esprit risque de devenir celui d'un Otsutsuki. Mais Code, comme toujours, c'est l'inverse. Son corps va devenir celui d'un Otsutsuki, mais son esprit restera le même. Je me base en grande partie sur le fait que, en tant qu'antagoniste, il va vraisemblablement manger un fruit du chakra tôt ou tard. La planète sacrifiée sera sûrement celle où Ishiki a été vaincu. Ça appuierait d'ailleurs le fait qu'il incarne son héritage post-mortem. Quoi qu'il en soit, sa peau va devenir blanche, une corne va lui pousser sur le crâne et, à l'instar de Boruto, s'il bascule de l'autre côté, un Byakugan ou n'importe quel autre dojutsu va s'ouvrir là où était sa cicatrice. Mais encore une fois, ça n'affectera en rien son esprit. On a vu sur la chaîne que les Jubi étaient probablement des clones de Shibai qui ont conservé son subconscient. C'est pourquoi Kaguya est redevenue malveillante après son festin, parce qu'elle a été infectée par cette volonté dans le fruit. Mais Code partage déjà cette volonté Otsutsuki. Donc le fruit n'aura aucun impact sur son esprit. Ainsi, il serait pertinent que l'amour de Code pour Eda soit sincère. Par conséquent, il sera incapable de la tuer, ce qui démontrera assez explicitement que malgré sa métamorphose, rien n'a bougé. Ça veut pas dire que Code va devenir gentil pour autant, c'est juste que comme Ishiki, qui accepte la mort et lègue son héritage à la génération suivante, ou comme Momoshiki, qui exploite ses compétences pour maîtriser le ninjutsu, Code va adhérer à la vision selon laquelle la valeur d'un individu est avant tout basée sur ses actions et non son statut de naissance. Mais du coup, concrètement, à part pour faire un retournement surprenant, quel intérêt pour l'auteur de faire cet échange de rôles? Tout simplement pour montrer que Code et Boruto ont tort. Boruto découvrirait que la volonté seule ne suffit pas, puisque malgré tous les efforts du monde, c'est à cause de son corps qui avait reçu le Kama que son identité a été changée. Quant à Code, il constaterait à l'inverse qu'il aura beau changer de corps, c'est à cause de sa volonté qui lui a permis de recevoir le Kama qu'il restera le même. Donc si tout compte fait, ces deux-là ont conclu que leur conception de l'identité, qui reposait uniquement sur la volonté ou uniquement sur le corps, était fausse. Quelle est la bonne conception de l'identité ? Il ne reste qu'un troisième candidat pour répondre à cette question et ainsi servir de modèle à ses deux frères, c'est Kawaki. Bon, actuellement, il n'a rien d'un modèle, il se contente de suivre les pas de Boruto puis ceux de Code, mais ça va être amené à changer, peut-être justement suite à leur potentiel basculement. Or, vous n'avez peut-être pas encore fait le lien, mais on a déjà été témoin de l'un de ces futurs basculements. En fait, il nous a été montré dès les premières pages du manga. En effet, on sait que si Boruto utilise son Kama, Momoshiki en profitera pour prendre le contrôle. C'est pourquoi il s'était enfui après que Kawaki ait déployé son sceau, parce que la résonance lui aurait fait perdre le contrôle. Pourtant, dans le flash forward, Boruto décide de laisser faire la résonance et le déploiement du Kama jusqu'à l'ouverture du Byakugan et donc le réveil de Momoshiki. C'était prévisible que ça arrive après tout. Les prophéties dans la fiction, plus les personnages essaient de s'en défaire, plus ils participent à leur réalisation. Mais ici, ce qui est perturbant, c'est que Boruto laisse volontairement cette prise de contrôle opérer. Sûrement que le combat semble inévitable et qu'il a peut-être accepté que Momoshiki faisait partie de lui, qu'il le veuille ou non, et qu'il n'arrivera pas à le sceller indéfiniment. Et c'est sûrement pour ça qu'il affirme une dernière fois être un shinobi. Ça fait écho à la première fois qu'il a dit cette phrase, juste après s'être fait graver le Kama. Mais on sait que Kawaki n'aura aucune chance. Dans toutes les réalités alternatives, il se faisait avoir par les Gojubi. Je vais pas faire un classement de puissance, mais vu comment Boruto a développé des techniques surpuissantes, dès lors que Momoshiki aura pris les rênes, il va démultiplier leur potentiel. C'est pourquoi je pense que Momoshiki a vraiment les épaules pour être l'antagoniste final. Maintenant que celui-ci se repose sur des compétences Otsutsuki et Ninja, ça va être plus compliqué pour Kawaki de le vaincre que ça l'était contre Ishiki. Et Dieu sait que c'était pas facile. Ce sera dans ce contexte qu'il va devoir trouver un troisième chemin, une approche de l'identité qui lui permettra non seulement de s'émanciper lui, mais aussi de sauver Boruto. Après tout, on est dans un shonen, on attend une happy ending. A partir de là, on peut faire beaucoup de spéculations. Une alliance avec Code Otsutsuki, avec Naruto qui le libère du Daikokuten, quitte à risquer sa vie au combat, trouver un chemin de rédemption pour Momoshiki, tout peut encore se produire. Faites-moi part de vos théories. Mais globalement, je pense que le chemin que va prendre Kawaki sera celui du non. Comme je vous l'ai dit, Kawaki est définitivement devenu un adepte de la philosophie Otsutsuki après s'être approprié le nom de Boruto. Parce qu'en fait, nommer les choses, c'est leur donner une identité. C'était déjà un thème dans Naruto, par exemple les démons à queue, comme Kurama, au début on l'appelait Kyuubi, donc on limitait cette créature à son statut de monstre, et quand Naruto a voulu sympathiser avec eux, il a appris leur vrai prénom, donc en l'occurrence pour Kyuubi, Kurama. Donc ce simple nom, ce mot, traduit une approche totalement différente qu'on a avec cette personne. Je sais pas si je suis très clair.
Là où je veux en venir, c'est que la question de l'identité est ultra complexe et parfois même paradoxale. Ce que j'adore avec ce manga, c'est qu'il met en scène des expériences de pensée plus contre-intuitives les unes que les autres. Rien que Boruto qui copie les techniques d'un autre Boruto d'une temporalité alternative. Est-ce que c'est considéré comme du plagiat, même s'il s'agit de lui-même? En fait, est-ce que ce ne serait pas faux de considérer que c'est la même personne? Or, si ce ne sont pas la même personne, est-ce qu'on pourrait alors considérer qu'au fil du temps, Boruto n'est en fait plus la même personne, et ce dans une même temporalité? C'est justement pour tenter de répondre à ces questions que sont proposées deux perspectives. Selon Boruto, qu'importe le temps qui passe ou les dimensions qui nous séparent, nous sommes définis par nos actes. Selon Code, qu'importe notre volonté, nous sommes limités, et donc définis par notre nature. Bien que les deux points de vue se défendent, ils ont des limites, et comme Kawaki a expérimenté avec ces deux visions, il est le plus à même d'apporter une troisième perspective, moins tape à l'œil, mais plus juste. Il y a d'une part les faits, une personne a telle caractéristique de naissance, elle a commis tels actes, mais le jugement, le fait de comparer ces faits selon nos critères pour donner un verdict final, c'est très subjectif. Et face à un Mushiki qui a pris le contrôle de Boruto, s'il le considère malgré tout comme son frère, ça le poussera à agir différemment que s'il le considérait uniquement comme un ennemi à abattre. C'est pourquoi je disais que les noms avaient une importance. Va-t-il enfin, sans avoir recours à des subterfuges, se considérer comme Kawaki Uzumaki? En tout cas, je tenais beaucoup à faire cette vidéo parce que je trouve vraiment subtil et bien amené la symbolique derrière le Kama. On remarque pas la première fois qu'on lit le manga, les relations entre les personnages et les mécanismes sont intéressants en eux-mêmes, mais quand j'ai capté le sous-texte derrière ces sauts, comment l'auteur le modifiait à mesure que la perception des personnages évoluait sans que ça ne freine l'intrigue, ça m'a fait encore plus apprécier l'œuvre, car force est de constater que ça a été bien réfléchi tout ça. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à voir ma vidéo sur les Otsutsuki pour mieux comprendre certains points que j'ai évoqués plus tôt, sinon partagez-moi ce que vous voudriez voir prochainement sur la chaîne, l'histoire de Boruto, si le mode Baryon avait tué Naruto comme prévu, la partie 4 du résumé du manga, ou d'autres sujets auxquels je n'aurais pas pensé. Sur ce, observez, déduisez, partagez, portez-vous bien.